20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Bonsoir, bienvenue à tous dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi soir. Il est 20h sur Fréquence ESJ et on est ensemble jusqu'à 21h pour faire le tour de l'actualité. Et ce tour, on le fait avec le député La République En Marche, Pierre-Alexandre Anglade. Bonsoir Pierre-Alexandre Anglade. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc député de la 4e circonscription des Français établis hors de France et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Au programme ce soir, on fait évidemment le point sur les mesures sanitaires alors que la tension hospitalière augmente. 2800 personnes en réanimation, une première depuis mi-décembre. On se demandera si le couvre-feu est suffisant ou non. Toujours concernant l'épidémie, la situation des étudiants est particulièrement préoccupante. Des suicides ou tentatives de suicide ont déjà été rapportés. En cause, la situation financière mais aussi l'isolement. On verra ce que vous proposez Pierre-Alexandre Anglade pour y répondre. Également au programme, le projet de loi confortant les principes républicains. Il est débattu à l'Assemblée nationale alors que le comité français du culte musulman s'est lui accordé sur une charte de principes sur l'islam. On fera également le point en fin d'émission sur l'action du gouvernement de votre parti, Pierre-Alexandre Anglade, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission avec le hashtag FréquenceESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. Vous pouvez poser vos questions à Pierre-Alexandre Anglade. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Pierre-Alexandre Anglade. C'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Pierre-Alexandre Anglade, dans quelques instants, on va s'attarder sur votre parcours politique, ce qui vous a mené à devenir député. Juste avant, c'est le mot du jour, le mot de la rédaction de Fréquence ESJ. Il représente une des actualités fortes de ce mardi 19 janvier. Et ce mot, c'est Karachi. L'ancien Premier ministre Édouard Balladur est jugé à partir d'aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. Il est accusé de complicité d'abus de biens sociaux dans le volet financier donc de cette affaire Karachi. Il doit répondre des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 95, financement via des contrats d'armement. Pierre-Alexandre Anglade, cette Cour de justice de la République juge uniquement, on le sait, les membres du gouvernement ancien ou actuel. Est-ce que c'est normal, encore aujourd'hui, qu'il y ait ce privilège d'une autre cour, d'une autre justice presque pour ces personnes ? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de privilèges qui soient accordés à celles et ceux qui sont en exercice, mais un besoin de protection. Alors, on le sait, les condamnations sont quand même plus faibles par cette cour. Et je crois que si vous prenez par exemple la crise Covid, où l'on voit que dans le débat politique qui nous anime, une tentation de judiciariser à l'excès les prises de décision. Et on voit que de temps à autre, ça peut paralyser l'action politique des uns et des autres. Et donc qu'il y ait des garde-fous, que l'on puisse soustraire le temps de l'exercice du pouvoir celles et ceux de la justice, celles et ceux qui nous dirigent, je pense que c'est aujourd'hui utile, sinon ça paralyse l'action publique. Sur les anciens dirigeants, Édouard Balladur, écoutez, il va rendre compte devant la justice et la Cour de justice de la République des actes qui ont pu être les siens. Ce sont des actes qui correspondent à une autre époque. Donc simplement, vous n'êtes pas d'accord avec le projet de loi qui avait été présenté par la garde des Sceaux à l'époque, Nicole Belloubet, qui prévoyait de supprimer cette cour, ces privilèges ? Mais on peut réfléchir à une réforme de la façon dont celles et ceux qui nous dirigent doivent être jugés. Je pense simplement que c'est pas aujourd'hui la priorité la plus absolue, qu'il y a évidemment énormément d'autres choses à adresser auparavant, et peut-être que dans l'avenir, on pourra repenser la façon dont celles et ceux qui nous dirigent sont jugés, mais je ne crois pas que ce soit la priorité aujourd'hui pour le pays. Merci Pierre-Alexandre Anglade. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h. 20h03 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, et comme on le disait, on s'intéresse tout de suite à vous, Pierre-Alexandre Anglade. On prend le temps de mieux vous connaître des couloirs de la Sorbonne et de Sciences Po jusqu'à l'Assemblée nationale. Axel Rebaud retrace avec vous votre parcours. Bonsoir Axel. Bonsoir Manon Blangis. Pierre-Alexandre Anglade, bonsoir. Bonsoir. Lors des élections législatives de 2017, la moyenne d'âge à l'Assemblée nationale a baissé de 54 à 48 ans. Vous y avez beaucoup contribué puisque vous n'avez que 29 ans lorsque vous entrez à l'hémicycle. Vous en avez 34 aujourd'hui. Devenir député, ça a très vite été un objectif pour vous ? Non, ça l'a jamais été, ou en tout cas pas avant les derniers mois qui m'ont mené en campagne à l'élection présidentielle et l'élection législative. Moi, j'ai toujours été intéressé par les choses du monde, par la vie politique, par la vie internationale, par l'Europe, et j'avais jamais imaginé, en finissant mes études et en me retrouvant au Parlement européen, devenir 7 ans après mon entrée au Parlement européen, député à l'Assemblée nationale. C'était absolument pas un objectif, simplement
J'observais la vie politique de mon pays avec des partis qui me semblaient dépassés par rapport aux enjeux qui étaient devant nous. Et je me suis engagé très tôt aux côtés d'Emmanuel Macron. Et ensuite, je l'ai fait Dès 2016, effectivement, vous adhérez à En Marche, mais avant ça, vous n'avez pas l'ambition de participer activement vous-même aux affaires politiques. J'ai l'ambition de m'intéresser aux choses de mon pays, aux choses de l'Europe, sinon je ne serais pas allé au Parlement européen en finissant mes études. Mais je n'y vais pas en me disant un jour je serai député. Ça me paraissait absolument inaccessible. Et la vie politique telle qu'elle a été structurée ne m'y aurait pas autorisé. En réalité, si on n'avait pas créé ce mouvement de la République en marche, un jeune homme de 29 ans, sauf cas extrêmement rare, n'avait presque aucune chance de devenir député, parce que si vous vouliez le devenir, il fallait absolument militer dans un parti pendant des années, gravir les échelons un à un, et éventuellement un jour, lorsque vous aviez 50 ou 60 ans, vous pouviez arriver à l'Assemblée nationale. Mais à devenir député à 29 ans, c'était autrefois presque inaccessible. Vous avez été à la Sorbonne, puis à Sciences Po Strasbourg. Là-bas, vous y avez étudié les relations internationales et les affaires européennes. On voit donc la construction européenne, c'est l'un de vos combats dans votre politique. Est-ce qu'elle n'est pas un peu au point mort aujourd'hui, Pierre-Alexandre Anglade? Non, au contraire, moi je crois que l'année 2020 a été une année d'avancée assez extraordinaire pour l'Europe. On a vu que dans les premiers temps de la crise, elle a pu connaître des balbutiements, elle n'a pas su forcément comment appréhender cette crise. Et on a vu beaucoup de divisions. On a vu beaucoup de replis parmi les membres de l'Union européenne. Notamment sur les frontières. Aussi des vols des masques qui étaient destinés à tel ou tel pays. Bien sûr, et ce qui nous prouve que lorsqu'on n'est pas capable d'agir en commun, eh bien c'est le pire des États-nations qui peut ressurgir extrêmement rapidement. Et cela étant, moi je note que sur l'année qui vient de s'écouler, l'Europe a été capable de décider d'un plan de relance de 750 milliards d'euros, ce qui n'a pas d'équivalent, d'un budget pour les 7 prochaines années de plus de 1000 milliards d'euros, qui est aussi le plus conséquent de l'histoire de l'Union européenne, ce qui fait que l'Europe a été capable d'apporter une réponse de 2000 milliards d'euros pour répondre à la crise. 2020, après, c'est aussi également l'année du Brexit, qui est enfin concrétisé au niveau de l'Union européenne. Ça ne vous effraie pas, vous, un européiste convaincu, cette sortie du Royaume-Uni? J'ai trouvé ça extrêmement triste, parce que quand le membre d'un club s'en va, c'est forcément une brisure. Et je pense que pour celles et ceux qui portent l'idéal européen, le départ du Royaume-Uni, qui n'est pas un État fondateur, mais qui est un État important, était un déchirement pour beaucoup. Et c'était un déchirement aussi pour la jeunesse. Parce que beaucoup de jeunes Britanniques, au fond, se sont fait voler une part de leur destin avec cette décision qui a été décidée par d'autres, c'est-à-dire par les plus anciens, par les plus réfractaires à la construction européenne. Après, il y a eu un référendum, la majorité des Britanniques en 2016 se sont exprimés contre ce qui nous enseigne que lorsqu'il y a une élection, il faut se déplacer pour voter. Et qu'après, effectivement, parfois il est un petit peu trop tard. Et donc beaucoup de jeunes Britanniques ne se sont pas déplacés pour voter. Et on en a vu les conséquences, avec des conséquences extrêmement lourdes pour leur avenir étudiant. Le Royaume-Uni sort d'Erasmus. Moi, j'ai fait mon Erasmus au Royaume-Uni. Ce ne sera plus possible pour les jeunes Français et vice-versa pour les jeunes Britanniques de venir en France. Et puis pour leur avenir économique et social. Et ça emporte beaucoup de conséquences. Pour revenir sur votre parcours, justement, aujourd'hui, vous êtes député et aussi porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée. Donc, le profil du jeune homme parisien, sorti de grande école, qui est entré récemment en politique, finalement, est-ce que vous n'incarnez pas, malgré vous, le cliché de ce qu'on se fait du macroniste aujourd'hui? Je pense qu'il faut très rapidement passer les apparences et s'attacher à ce que sont les personnes. Et effectivement, je me suis retrouvé à la Sorbonne. Alors, moi j'ai fait un bac L, que j'ai eu avec 10 de moyenne, de justesse. Je me suis retrouvé en histoire, porte de Clignancourt, dans les amphithéâtres bondés. Ça ressemble pas vraiment, à l'époque, ça ressemblait pas vraiment à une grande école. Et puis après, j'ai travaillé, j'ai effectivement intégré Sciences Po, j'ai réussi mes études, mais j'ai rien volé à personne. J'ai grandi dans un milieu assez simple. Et je me suis fait tout seul par mon travail. J'avais personne dans ma famille qui faisait de politique, personne investi dans les milieux de pouvoir ou de réseau. Et donc mon élection et mon arrivée à l'Assemblée nationale, c'est le fruit d'un engagement, de conviction et de travail. Vous le dites, il n'y a personne dans votre entourage qui était en politique, c'était pas vraiment une vocation dès le départ, vous êtes arrivé un peu ici malgré vous, on dirait. Est-ce qu'il y a finalement un désir quand même ou une ambition d'aller plus loin que la fonction de député, Pierre-Alexandre Anglade? J'y suis pas arrivé malgré moi, et j'y suis arrivé parce que j'ai fait ce choix. Mais ce que je voulais dire, c'est que rien ne m'a été donné. Et rien ne m'a été offert, et ça ne m'a pas été apporté sur un plateau, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a eu un homme, Emmanuel Macron, qui a créé un mouvement politique. J'ai fait le choix de l'accompagner. Mais ensuite, j'ai fait ma campagne, je m'étais engagé, et j'avais fait auparavant mes études, et donc je me suis construit de ce point de vue-là tout seul. Est-ce que j'ai d'autres ambitions pour l'avenir? Les seules ambitions que j'ai pour le moment, c'est de faire au mieux mon mandat, et de faire en sorte que la majorité qui est la mienne, qui est à l'Assemblée nationale, prenne les bonnes décisions pour que le pays puisse sortir, en tout cas, contenir la crise, en sortir le plus rapidement, et préparer l'avenir.
C'est les seules choses qui m'intéressent. Et il y aura d'autres élections en 2022. Nous verrons à ce moment-là dans quel état se trouve le pays. Mais c'est aujourd'hui bien prématuré. Moi, j'ai 34 ans aujourd'hui, vous l'avez dit. On verra dans quelques années où je serai. Objectivement, je n'en sais absolument rien. Merci Pierre-Alexandre Anglade. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Les effets du couvre-feu à 18h tendent à se faire sentir selon le ministre de la Santé, du moins dans les 15 départements où il avait été avancé le 2 janvier. Le nombre de nouvelles contaminations y a baissé de 16%. Olivier Véran a tout de même souligné sur France Inter ce matin que la circulation du virus restait préoccupante. Alors que faut-il faire? Reconfiner, durcir les règles? On voit ça juste après Rich Girl de Gwen Stefani sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, It's and Talk, il est 20h14 et nous sommes jusqu'à 21h avec le député En Marche des Français du Benelux, Pierre-Alexandre Anglade. Bienvenue si vous nous rejoignez, si vous avez une question à poser à Pierre-Alexandre Anglade sur un sujet que l'on va aborder ou non, eh bien vous pouvez nous l'envoyer sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Twitter, Instagram. Notre équipe s'occupe de les récupérer et je les pose en fin d'émission. La France va-t-elle vers un 3e confinement? C'est l'une des principales craintes des Français. Le couvre-feu a été avancé à 18h depuis samedi dernier. Certains, toutefois, redoutent que cela ne soit pas suffisant alors que les pénuries de vaccins sont déjà là, Axel Rebaud. Pierre-Alexandre Anglade, est-ce qu'on va, oui ou non, vers un 3e confinement? Moi, je ne fais pas partie de la catégorie des prédictologues, comme dirait le ministre de la Santé, donc je ne me risquerai pas à prédire ce que sera la situation épidémique du pays dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans un mois. On est dans une situation qui a été qualifiée par le ministre de la Santé ce matin de plateau haut, c'est-à-dire qu'on a autour de 20 000 cas de contamination dans notre pays quotidiennement, 20 000 cas qui sont assez stables, qui n'augmentent pas significativement depuis maintenant plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. Et donc ça démontre que, 1, les mesures de couvre-feu qui ont été prises portent leurs effets, et que 2, les mesures que l'on avait prises au mois de novembre, lorsqu'on a appris d'abord des mesures de couvre-feu, puis ensuite une mesure de confinement, a permis de faire baisser la pression épidémique dans notre pays, ce qui nous a permis de passer les fêtes de fin d'année dans des conditions plutôt acceptables en France. À l'inverse, je le rappelle, d'autres pays européens, et notamment l'Italie, qui avait empêché une partie de leurs ressortissants de fêter les fêtes de fin d'année. C'était le cas dans d'autres pays européens également. En France, on n'a pas eu à vivre ça, donc ce qui accrédite les bonnes décisions. Mais alors attention, parce que du coup, pour les restrictions durant les fêtes de fin d'année, effectivement, on n'a pas eu une hausse aussi importante qu'on le craignait. Par contre, pour le couvre-feu à 18h, il a commencé samedi, nous sommes actuellement donc mardi soir, il est encore trop tôt pour voir s'il a eu encore un effet. Mais fin octobre, lorsque le gouvernement met en place le couvre-feu, 2 semaines plus tard, on est à nouveau confiné en France. Aujourd'hui, le couvre-feu est durci. Est-ce qu'on va vraiment avoir dans 2 semaines? Vous pouvez comprendre qu'il y a quand même un lassage quand même de la part des Français de ce stop and go incessant quand même. Mais je comprends, et la lassitude, moi je la partage. Vous voyez, moi, je suis comme tous les Français, je vis évidemment les restrictions, ma famille, mes amis, etc. Et donc tout le monde est fatigué par cette situation. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de prendre des décisions un peu plus fortes maintenant, Pierre-Alexandre Anglade? Non, parce que vous voyez, faut faire les choses de façon graduelle, organisée et méthodique. On ne peut pas prendre une mesure de couvre-feu qui est déjà une mesure extrêmement radicale et le jour d'après nous dire au fond vous n'avez pas agi suffisamment rapidement, reconfiner. Parce que si on agissait comme ça, on ne serait pas cohérent, on ne serait pas compris des Français, ils ne verraient pas de suite logique dans notre façon de faire. Et puis on aurait les mêmes qui nous diraient non mais attendez, vous prenez des mesures extrêmement drastiques alors que la situation épidémique ne le demande pas. Nous sommes aujourd'hui dans une situation autour de 20 000 cas de contamination par jour. Je rappelle que lorsqu'on a confiné le pays au mois de novembre, nous étions autour de 70 000 cas de contamination par jour. Donc on n'y est pas. Pierre-Alexandre Anglade, le 12 janvier, le Conseil scientifique a publié un rapport dans lequel il explique qu'il conseille fortement aux personnes âgées et vulnérables de s'auto-confiner avant de recevoir le vaccin. Pourquoi à aucun moment cette recommandation n'a été faite par Jean Castex jeudi dernier? Alors là, je ne serai pas sur ce cas précis, mais ce qui est évident, c'est que quand vous êtes une personne âgée vulnérable, il faut prendre effectivement toutes les dispositions pour limiter un certain nombre d'interactions qui pourraient vous mettre en situation de danger. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement ne communique pas davantage dessus? Le gouvernement a déjà communiqué, je crois, extrêmement largement sur la vulnérabilité que pouvaient éprouver les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités aussi, comme on dit, donc ça ne concerne pas que les personnes âgées. Et donc, je pense que tout le monde a intégré aujourd'hui qu'il faut faire attention quand on va voir les plus anciens, et je pense que les plus anciens ont aussi intégré le fait qu'il fallait limiter un certain nombre de leurs interactions. Et ça, c'est aujourd'hui assez globalement partagé. D'ailleurs, pour preuve, les fêtes de fin d'année, on avait dit essayer de limiter le nombre d'interactions au moment des fêtes de fin d'année, soyez 6
autour de 6 lors de vos dîners de réveillon. On entend bien Pierre-Alexandre Anglade, mais pourtant il y a un certain nombre quand même de gestes barrières, le fait de se tenir à 1 mètre, de porter un masque. Si on ne l'avait pas martelé dans les médias et de la part du gouvernement et même rendu obligatoire, comme par exemple pour le masque, beaucoup de personnes ne le feraient pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que là, cette restriction qui est quand même l'un des conseils les plus importants du conseil scientifique, il n'est pas martelé comme ça par le gouvernement? Parce que c'est impensable aujourd'hui de proposer par exemple un confinement par tranche d'âge. Oui, ça l'est, complètement. Pourquoi ? Pour des raisons d'égalité entre les Français. On ne confine pas une partie de la population sur le simple fait que vous appartenez. Donc on préfère bloquer l'entièreté de la population plutôt que de bloquer uniquement les personnes vulnérables. Le virus, il a un impact. Il touche en premier les personnes les plus âgées. Celles et ceux Alors pourquoi est-ce qu'on ne confine pas pour leur sécurité, celles et ceux qui décèdent pour leur de la santé Covid touchent d'abord les personnes les plus âgées. Mais vous avez aussi des personnes plus jeunes qui peuvent avoir 50 ans, 60 ans, 40 ans, mon âge, 35 ans. Mais à ce moment-là, c'est quand même une minorité. Pourtant, qui se retrouvent avec des formes graves et avec une situation où on peut se retrouver rapidement avec les services de santé de notre pays qui se retrouvent engorgés. Et par ailleurs, alors pourquoi, si c'est dangereux également pour eux, pourquoi on ne confine pas tout le monde alors ? On ne fait pas de différence entre les personnes les plus âgées et les personnes les plus jeunes de notre pays. La France, c'est une nation. Elle ne divise pas sa population en fonction d'une catégorie d'âge. Et donc, on prend des mesures de solidarité pour l'ensemble du pays, on s'y tient, et aujourd'hui, ça permet de se retrouver dans une situation épidémique qui est plutôt favorable par rapport à d'autres pays européens. Au sujet des vaccins, qui attisent également beaucoup de critiques envers le gouvernement, pourquoi le gouvernement se refuse à collaborer avec les élus locaux, Pierre-Alexandre Anglade? On a l'exemple de la ville de Neufchâtel-en-Bray dans le 76, une ville de 5000 habitants dont 1000 ont plus de 70 ans. Le maire a cependant appris très tardivement qu'il n'allait recevoir que 32 doses par jour de la part du gouvernement. Donc il a dû abandonner le projet de vacciner sa ville. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là, Pierre-Alexandre Anglade? On peut prendre chaque ville individuellement et vous trouverez des cas comme celui-ci dans à peu près toutes les villes de France. On peut comprendre que c'est quand même symptomatique du fait que le gouvernement ne collabore pas avec les élus. Ah non, pas du tout. Je vous rappelle que, je vais prendre un exemple, le couvre-feu. Le couvre-feu instauré à 18h, il y a eu une concertation qui a été prise, qui a été menée par le ministre de la Santé, avec les préfets, avec les élus locaux, avec les ARS, qui sont les agences de santé dans les régions, pour permettre de trouver le meilleur dispositif pour faire en sorte de freiner l'épidémie. Ça a été concerté. Quotidiennement, le ministre de la Santé, il rencontre, il discute, il prend des décisions avec les grands maires, avec les maires des grandes villes, avec les grands élus locaux, pour faire en sorte que les meilleures décisions puissent être prises pour les différentes régions. Et sur la vaccination, c'est la même chose. Sur la vaccination, elle se déploie dans les départements, dans les communes, en lien avec les maires, avec les préfets et les ARS. Donc la concertation, elle est constante, mais vous trouverez toujours des maires pour faire de la politique politicienne et vous dire qu'ils n'ont pas été concertés. Merci Axel Rebaud. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Vous écoutez peut-être depuis chez vous ou en rentrant du travail. Sachez que vous pourrez aussi nous voir. Les vidéos des émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube Fréquence ESJ. Depuis le début de la crise sanitaire, la question de la fermeture des frontières se pose un peu partout dans le monde. Plusieurs pays ont décidé de se calfeutrer, d'autres ont durci fortement leur contrôle ces derniers jours avec l'apparition notamment des nouveaux variants. La France, elle, tarde à prendre des mesures malgré les diverses recommandations. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir Pierre-Alexandre Anglade. Bonsoir. Si un reconfinement est instauré en France, est-ce qu'on pourra dire que c'est en grande partie à cause de la gestion des frontières par le gouvernement ? Ah non, ce serait une grosse erreur que de dire ça, parce que la réalité, c'est que la seule mesure de fermeture des frontières n'a strictement aucun effet. Je vais vous prendre un exemple. Les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, c'est le premier pays ou un des premiers pays au monde à avoir fait le choix de fermer ses frontières, notamment aux ressortissants européens au début de la pandémie, au printemps dernier. Résultat, aujourd'hui, les États-Unis sont le pays qui paye le plus lourd prix de la crise sanitaire que nous vivons. Donc la mesure de fermeture des frontières seule n'a pas d'effet. Elle a des effets si vous la conjuguez aux gestes barrières, à la fermeture d'établissements recevant du public quand vous vous trouvez dans une situation épidémique tendue. Donc vous êtes d'accord que 31 ressortissants de pays aujourd'hui peuvent encore venir en France sans aucun test, aucun contrôle? On a la France, il faut prendre le temps d'expliquer les choses. Depuis le 17 mars dernier, les frontières extérieures de l'Union européenne sont fermées. Elles sont fermées à l'initiative de la France. Les Européens ont fait le choix de laisser la libre circulation au sein de l'espace Schengen se faire. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un même espace
commun, qui est un espace de liberté et de sécurité, qui s'appelle l'espace Schengen, qui permet à des centaines de milliers de Français quotidiennement d'aller travailler de l'autre côté de la frontière. Mais des pays ont instauré des contrôles et des tests. Pardon ? Des pays ont instauré des contrôles, des tests que ne fait pas la France. Oui, et désormais, nous sommes dans une situation épidémique différente avec le variant britannique qui exige, je le crois, des mesures supplémentaires. Et donc, jeudi, vous aurez un sommet des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles, en visioconférence, en l'occurrence, ce ne sera pas à Bruxelles, avec Emmanuel Macron et ses collègues chefs d'État, qui prendront un certain nombre de dispositions pour avoir des mesures harmonisées à l'échelle de l'Union. Moi, je crois que les mesures unilatérales d'un pays, chacun de son côté, n'a aucun effet sur la situation épidémique. Si on veut être efficace, il faut prendre les mesures à 27, et c'est ce qui se fera jeudi. Est-ce que vous nous confirmez qu'aujourd'hui, un voyageur irlandais peut venir en France sans aucun isolement et aucun test exigé ? Aujourd'hui, oui. À l'inverse, par contre, une quatorzaine à l'hôtel est obligatoire pour les Français, alors que c'est bien en Irlande que des mesures sont instaurées, et le variant britannique est très présent en Irlande, un variant 50% plus contagieux. Est-ce qu'on peut attendre ? C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures supplémentaires, et que c'est absolument nécessaire que des mesures qu'il y ait un test PCR qui soit fait avant le départ, en Irlande ou dans un autre pays européen, une mesure de septaine ou de quatorzaine à son arrivée en France, et ensuite un autre test PCR pour pouvoir sortir de l'isolement. C'est les mesures qui devraient être prises dans les heures qui viennent. Et pourquoi ce n'est pas encore fait ? Ça veut dire que là, jusqu'à jeudi, il y a encore des Français, des Irlandais qui peuvent rentrer sur le territoire français avec le variant britannique, et il peut se propager partout. Parce que pour que les mesures soient efficaces, il faut prendre des mesures de façon coordonnée entre Européens. Et l'Irlande ne l'a pas fait pour les Français. Et c'est un choix que les Irlandais ont fait. Mais nous avons fait le choix d'avancer à 27 en Europe. Appartenir à l'Europe, ce n'est pas appartenir dans les bons moments et en bénéficier quand tout va bien, pour ensuite prendre des mesures unilatérales quand tout va mal. Et donc il faut avancer de façon concertée et cohérente. C'est ce qui sera fait cette semaine. Dans le dernier avis du Conseil scientifique du 12 janvier, il recommande, je cite, des restrictions aux frontières avec le Royaume-Uni et l'Irlande. Pourquoi on suit le Conseil scientifique pour toutes les décisions en France, confinement, couvre-feu, et sur la question des frontières, on ne suit pas leurs recommandations ? On ne suit pas le Conseil scientifique sur toutes les recommandations. Je vais prendre un exemple, les écoles. Au printemps dernier, le Conseil scientifique n'était pas forcément favorable à la réouverture des écoles. C'est un choix politique qui a été fait de rouvrir les écoles dans notre pays, là où beaucoup d'autres pays européens ont fait le choix de le fermer. Je crois que c'est un bon choix et ça se vérifie. Et donc il y a des mesures qui sont préconisées par le Conseil scientifique qui sont reprises par le gouvernement et d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont partiellement. En l'occurrence sur les frontières, ma conviction c'est qu'il faut avancer à 27 de façon coordonnée et c'est la conviction du gouvernement et du président de la République. Justement, Pierre-Alexandre Anglade, concrètement, quelles mesures vont être prises jeudi ? Quelles informations vous avez en ce moment ? Non, mais j'ai pas d'annonce, de mesures concrètes particulières à vous annoncer. C'est les chefs d'État et de gouvernement qui prendront cette décision jeudi. Donc vous ne savez pas dans quelle direction ils vont aller ? Ce que je sais, c'est que les ministres des Affaires européennes se sont rencontrés récemment, hier en l'occurrence, qu'ils ont discuté de mesures supplémentaires pour faire face aux variants, que les chefs d'État se verront jeudi et qu'ils prendront des mesures harmonisées. Moi, je pense que, sans présager de ce qui sera annoncé, que les mesures qui sont prises pour les extra-européens, c'est-à-dire test PCR au départ, isolement à l'arrivée et test PCR à la fin de l'isolement est la bonne méthode à suivre. Pierre-Alexandre Anglade, autre variant, le sud-africain, est-ce que la France doit instaurer là aussi une quarantaine à l'hôtel en plus d'un test à la fin de la quarantaine pour les Sud-Africains qui arrivent en France ? Mais les Sud-Africains qui arrivent en France sont soumis à une mesure de test PCR à leur départ, une mesure de quarantaine, de septaine à leur arrivée et un nouveau test PCR. Mais sur l'honneur, à la sortie. La période d'isolement. Ah oui, mais je crois d'abord beaucoup à l'autoresponsabilité des gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un policier derrière chacun des ressortissants. Il suffirait de les mettre à l'hôtel, c'est ce qui est fait dans beaucoup de pays. Avec des contrôles, avec des contrôles policiers, etc. Moi, je pense que la capacité des uns et des autres à respecter les consignes qui leur sont données a aujourd'hui fait ses preuves. Et donc, nous faisons l'autoconfinement de façon, on va dire, volontaire, mais c'est une injonction qui sera forte, et à chacune et chacun de le respecter. Mais quand on sait que ce virus, selon le Conseil scientifique, là encore, est plus transmissible et peut-être moins sensible à la protection vaccinale, est-ce qu'on peut soumettre ce que fait actuellement la France, c'est-à-dire à l'hôtel, les personnes doivent s'isoler de façon volontaire, est-ce qu'on peut faire ça alors que c'est un virus qui peut tout remettre en cause aujourd'hui ? Non, mais vous avez raison de dire que les variants rebattent beaucoup de cartes. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les masques. Il y a eu un avis qui a
qui est venu dire que les masques tels que nous les connaissions, notamment ceux en norme AFNOR, étaient peut-être moins efficaces face à ce variant. On le voit aujourd'hui sur les variants. On le voit aujourd'hui sur les frontières où les dispositions vont être renforcées. Il faudra peut-être prendre dans les semaines à venir d'autres dispositions. Nous le verrons. Nous avançons au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, toutes les mesures de protection qui sont utiles sont mises en place. Et si elles doivent être renforcées dans les semaines à venir, elles le seront. Merci Pierre-Alexandre Anglade. Merci. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Dans moins de 3 minutes, on aborde la situation des étudiants. Encore ce week-end, un jeune homme en master à Lyon s'est jeté par la fenêtre du 4e étage de sa résidence universitaire. Beaucoup d'étudiants se retrouvent avec la crise sanitaire isolés et dans la précarité. Ils demandent la réouverture des universités. On voit ça juste après un titre de Rage. C'est Pick a Side sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h31 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Pierre-Alexandre Anglade, porte-parole des députés LREM, est notre invité ce soir. Et vous pouvez toujours poser vos questions à Pierre-Alexandre Anglade avec le hashtag Fréquence ESJ sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à nous partager votre avis et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de Fréquence ESJ. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et même TikTok, vous avez un large choix. Il va falloir encore tenir. Cette réponse d'Emmanuel Macron à une étudiante qui lui exprimait son mal-être à cause de la crise sanitaire n'a pas empêché une nouvelle tentative de suicide à Lyon samedi. Les 2,5 millions d'étudiants de l'enseignement supérieur réclament des mesures historiques au gouvernement qui tarde à prendre ce sujet au sérieux, Théo Grévin. Pierre-Alexandre Anglade, une étudiante résume la situation. Des mesures historiques sont prises pour tous les secteurs. Nous, on nous promet un psy pour 30 000 étudiants et 2 tickets resto. Si elle nous écoute, qu'est-ce que vous lui répondez ? Est-ce que vous résumez la situation de la même manière ? Moi, d'abord, je voudrais dire que je comprends évidemment la détresse qui frappe le monde étudiant. Je suis un jeune député, j'étais étudiant il n'y a pas si longtemps et je sais ce que les uns et les autres mettent comme engagement personnel dans leurs études et l'importance que ça revêt à leurs yeux pour leur avenir. Et donc je comprends cette détresse, cette angoisse dans une période qui est forcément extrêmement difficile. Vous pensez que vous auriez tenu un an sans cours ? Mais je sais pas, je veux pas me mettre à la place de celles et ceux qui sont aujourd'hui en situation. Je pense qu'il aurait fallu tout faire pour tenir. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à cette situation, donc je veux surtout pas être présomptueux et dire que j'aurais mal réagi ou bien réagi. Je n'en sais rien. Cela étant, encore une fois, je comprends la détresse de ces étudiants, mais on ne peut pas dire que la situation étudiante est prise à la légère par le gouvernement et par le président de la République. Oui, effectivement, il va encore falloir tenir. Parce que est-ce qu'il faut donner de la visibilité aux étudiants ? La situation sanitaire est difficile et nous l'évoquions à l'instant, nous sommes dans une situation où le nombre de contaminations par jour est encore élevé et manifestement ça va encore durer. Il faut effectivement donner de la visibilité. C'est ce que la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a souhaité faire en permettant aux premières années de revenir en demi-classe dans les travaux dirigés, ce qui va permettre... 285 000 étudiants sur 2,7 millions. C'est une petite partie. C'est évident que ça ne répond pas à tout le malaise étudiant et à l'aspérité que beaucoup d'entre eux aujourd'hui éprouvent de retrouver l'université, mais c'est déjà une perspective pour beaucoup d'entre eux et pour beaucoup de ceux qui étaient notamment dans une situation difficile. Et la première année, c'est important parce que, vous le savez, la première année, c'est là où on se fait les relations, c'est là où les liens se nouent, où les amitiés se font pour les années à venir d'études, et donc c'était important de pouvoir permettre à une partie des étudiants en première année de revenir. Mais la première année, c'est importante, la deuxième année aussi, vu que la première année des deuxième année a été chamboulée également. Est-ce qu'il ne faut pas, aujourd'hui, permettre aux étudiants de revenir, je ne sais pas, un jour par semaine dans leur université? Écoutez, c'est pas aujourd'hui le choix qui est fait par le gouvernement et je pense que la situation épidémique ne le permet pas. Il y a des choix qui sont extrêmement difficiles qui ont été faits. Et je pense qu'il faut les tenir encore un certain nombre de jours ou de mois ou de semaines. Je n'en sais absolument rien compte tenu de la situation épidémique, mais il faut tenir. Cela étant, il faut donner de la perspective. Et donc aujourd'hui, on permet aux premières années de revenir. Si les choses se passent bien et que la situation permet d'avancer encore plus, ça pourrait être fait pour d'autres catégories d'étudiants. Je pense que le gouvernement, objectivement, passe ses journées à réfléchir aux meilleures façons de donner des possibilités, des perspectives au monde étudiant et ça va continuer ainsi dans les semaines à venir. Est-ce que l'erreur de la part du gouvernement a été de laisser tous les étudiants faire leur rentrée en septembre dans des amphis, on se souvient des images, des amphis bondés? Non, ça n'a pas été une erreur. On était au mois de septembre dans une situation épidémique qui était radicalement différente. Vous vous rappelez le Conseil scientifique avait prévenu que ça allait très vite repartir. Vous rappelez de la situation? Oui, mais vous vous rappelez de la situation dans laquelle on se trouvait. On venait de passer l'été. La pression épidémique nous apparaissait comme étant moins élevée. Le ministre de la Santé répétait régulièrement que la situation était difficile, mais je pense que c'était important de pouvoir faire cette rentrée, cette rentrée universitaire, parce
parce que les étudiants l'attendaient, ils n'auraient évidemment pas compris de ne pas pouvoir reprendre les cours au mois d'octobre. Ça n'a pas été un manque d'anticipation? Non, je ne crois pas. Je crois que il fallait faire cette rentrée. Aujourd'hui, la situation épidémique ne nous permet pas, dans de bonnes conditions, d'assurer l'ensemble des cours pour les étudiants. Mais encore une fois, moi, je note la capacité d'adaptation des uns et des autres. D'abord des personnels éducatifs, qui ont très vite su mettre en place un certain nombre de dispositifs, et puis des étudiants qui ont eux aussi su s'adapter à cette situation et qui peuvent tenir les cours dans des conditions qui ne sont pas les conditions idéales, mais qui leur permettent quand même de suivre les cours d'une bonne façon. Aujourd'hui, les salariés peuvent travailler en présentiel une fois par semaine, les écoliers vont à l'école, les étudiants, comme lors du second confinement, finalement sont les seuls à être cloîtrés chez eux. Est-ce qu'on peut, au bout d'un an, parler de génération sacrifiée? Non, alors moi je me refuse, cette expression de génération sacrifiée me révolte. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y aura pas de génération sacrifiée. Il n'y aura pas de génération sacrifiée. Et tous les étudiants qui ont abandonné cette année? C'est pas contre vous, mais vraiment cette phrase de génération sacrifiée m'horrifie. Elle est employée par beaucoup d'étudiants, c'est pour ça que je la reprends. Mais il ne faut pas la reprendre. Et il ne faut pas se mettre dans un état d'esprit qui est de se dire que sa génération va être sacrifiée. Ce ne sera pas le cas. Pour une simple et bonne raison, c'est que les cours se poursuivent. Les examens vont se faire. À la fin de vos études, votre diplôme, qu'il soit passé numériquement ou physiquement, n'aura pas moins de valeur que celles et ceux qui auront eu un diplôme dans les années précédentes. Mais pour ceux qui ont eu leur diplôme, Pierre-Alexandre, on a des échos de président d'université, le président de l'université de Nanterre, qui nous dit la moitié des étudiants ne viennent plus en cours. Ces étudiants-là, ils n'auront pas de diplôme. Mais il faut que celles et ceux qui sont inscrits dans un cursus universitaire se tiennent à ce cursus, malgré la situation difficile, et qu'ils s'inscrivent dans cette volonté de poursuivre leurs études. Encore une fois, celles et ceux qui auront un diplôme à la fin de cette année ou à la fin de l'année prochaine ou dans quelques années, leur diplôme ne vaudra pas moins. Tous les dispositifs d'accompagnement du gouvernement pour permettre aux uns et aux autres de s'insérer sur le marché du travail seront maintenus. Leurs diplômes n'auront pas moins de valeur. Et je pense que ça doit être entendu par les étudiants et ça doit être aussi entendu par celles et ceux qui seront leurs futurs employeurs. Moi, je dis aux employeurs qui auront à recruter les étudiants qui finissent leurs études cette année ou l'année prochaine, le diplôme de ces jeunes Français ne vaudra pas moins que celui des générations passées. Les étudiants, s'ils ne peuvent retourner en cours, réclament au moins des aides financières, 100 € pour les boursiers en décembre. Est-ce que, comme le réclament les étudiants, vous souhaitez des aides supplémentaires? Il y a eu une aide de 150 € au mois de décembre qui s'ajoute à une aide de 350 €. Pas pour tous les étudiants. Qui a eu lieu au mois de mai, effectivement, pas pour tous les étudiants. Il fallait répondre à un certain nombre de critères. Il y a aussi eu les repas à 1 € au Crous pour beaucoup tous les boursiers. Pour beaucoup d'étudiants boursiers. La revalorisation aussi des critères de bourse qui a permis à un certain nombre d'étudiants d'obtenir des bourses qu'ils n'avaient pas les années précédentes. Là où c'est difficile, c'est pour les étudiants, disons, de la classe moyenne. Celles et ceux qui avaient, pour la plupart d'entre eux, l'habitude de travailler. Justement, est-ce que vous êtes favorable au RSA pour les 18-25 ans? Je pense qu'il faut... Je n'y suis pas a priori favorable dans cette configuration, mais je pense qu'il faut réfléchir à des dispositifs d'accompagnement pour cette génération d'étudiants qui se trouvent dans la classe moyenne, celle dont les parents ont aujourd'hui des difficultés, même s'ils travaillent parce que la situation est difficile, et celles et ceux qui avaient un job étudiant et qui aujourd'hui ne peuvent plus mener leur vie professionnelle à côté de leur job étudiant. Merci Théo Grévin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESG. L'Assemblée nationale doit définir ce qui correspond ou non aux principes républicains. Au centre de ce débat se trouve la question de la pratique de l'islam et de son encadrement en France. Et visiblement, même la majorité n'est pas d'accord. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Pierre-Alexandre Anglade. Bonsoir. Est-ce que vous êtes plutôt pour une version light du texte comme l'exécutif le souhaiterait ou alors plus dur comme votre collègue Aurore Berger? Moi je suis pour une version du texte qui conforte les principes républicains. Conforter les principes républicains, ça veut dire s'attaquer à toutes celles et ceux et à toutes les organisations qui développent un projet qui vise à développer une société parallèle autour de pratiques qui ne sont pas celles de la République. Est-ce que interdire le voile pour les jeunes filles, les fillettes, c'est lutter contre le séparatisme? Est-ce que c'est une proposition qui a été rejetée, d'ailleurs, qui a été faite par Aurore Berger? C'est une proposition que vous soutenez? Non, ce n'est pas une proposition que je reprends parce que, d'une part, l'amendement tel qu'il était proposé par mes collègues du groupe aurait mené à interdire tous les symboles religieux dans l'espace public, c'est-à-dire que concrètement une croix, une kippa, ça n'aurait pu être possible pour les enfants de le porter, donc je pense que ça n'allait pas dans le bon sens, et ça aurait par ailleurs focalisé l'ensemble de l'attention politique et médiatique de ce texte de loi autour de cette seule question qui objectivement n'est pas aujourd'hui le problème fondamental que rencontre notre pays. Mais alors justement, pourquoi
c'est lorsqu'on parle d'islam que la représentation dans les lieux publics pose problème. On n'a pas ces mêmes problèmes lorsqu'on parle de la chrétienté ou du judaïsme. Mais vous avez en partie raison, mais il ne faut pas se tromper de cible. Ce texte, il ne vise pas l'islam. Et il ne vise pas celles et ceux qui pratiquent l'islam dans notre pays. Il vise celles et ceux qui, dans des organisations, dans des associations culturelles ou sportives, mènent une action de prosélytisme, dévoient au fond la religion pour mener un projet parallèle à côté des valeurs de la République. C'est ça que ça vise. En théorie, il ne vise pas l'islam. Pourtant, la défenseuse des droits dit elle-même que tantôt le projet semble indirectement viser une catégorie très spécifique de la population, les musulmans, ce qui peut poser problème au regard des principes d'égalité et de non-discrimination. Et tantôt, pour ne pas le faire explicitement, il prévoit des interdictions et sanctions d'application tellement vastes qu'elles sont hors de proportion avec la difficulté qu'il souhaiterait traiter. Est-ce que finalement, en ne voulant pas dire le problème, en ne voulant pas pointer la religion contre laquelle essaie de lutter la République en marche, est-ce que finalement on ne fait rien ? Non. Notre ennemi dans cette affaire, ce n'est pas l'islam, c'est le séparatisme islamiste. Et donc ce sont ces associations qui s'organisent dans les quartiers, en marge de la société, qui sous couvert d'activités culturelle ou sportive mène en réalité une action de prosélytisme religieux. Mais alors, si l'ennemi c'est le séparatisme islamique, oui, pourquoi parler de séparatisme si clairement c'est le séparatisme islamique ? Non, mais c'est toute forme de séparatisme. Mais aujourd'hui, un des problèmes majeurs dans notre pays, c'est le séparatisme islamique, qui est un projet politique réfléchi, pensé par un petit nombre d'individus qui vise à faire en sorte qu'une partie de nos concitoyens, de citoyenneté française, mais de confession musulmane, se construisent en marge de la République. Et la République, elle ne peut pas tolérer ça. Et donc, l'action qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que nous fassions à nouveau nation, qu'il n'y ait plus une partie de nos concitoyens qui se retrouvent mis en marge de la société à cause de l'action prosélyte de certains. Mais lorsque certaines propositions d'Aurore Berger ici ou de Jean-Baptiste Moreau par exemple sont soutenues par Marine Le Pen, est-ce qu'on ne se dit pas que certains qui sont chez En Marche vont un peu trop à droite du spectre politique ? Vous savez, cette question de la lutte contre l'islamisme radical, aujourd'hui, il transcende l'ensemble du paysage politique et il divise, en tout cas il sépare et il anime les discussions. Pour vous, plus de tabou, tous les partis doivent en parler ? Non, mais je pense qu'il faut effectivement, quand vous êtes élu et républicain, il faut embrasser l'ensemble des maux de la société, et le séparatisme, et en particulier le séparatisme islamiste, qui est un projet politique théorisé extrêmement précis, est un problème dans notre société aujourd'hui, et donc il faut absolument s'en emparer, que l'on soit de droite, de gauche, chez les écolos ou je ne sais où. Et pour aider à monter ce projet de loi, le Comité français du culte musulman a rédigé, sur demande du gouvernement, une charte des principes de l'islam. Les 3 chefs du comité ont eu du mal à se remettre d'accord selon les informations d'Europe 1. Si les 3 représentants principaux de l'islam en France ont déjà du mal à se mettre d'accord sur les principes de l'islam, comment les faire respecter par tous les pratiquants ? Écoutez, d'abord, qu'ils aient réussi à s'entendre, c'est une bonne chose. Et ça fait maintenant plusieurs semaines que la discussion se faisait, et donc ils ont réussi à trouver un texte commun. C'est un pas en avant. Ensuite, pour répondre à votre question, comment faire en sorte que l'on arrive à s'entendre sur les principes qui doivent, si vous voulez, reformuler un peu plus précisément. Principes, une charte de principes de l'islam. Voilà, pour accepter ou non ce qui est républicain. Non, mais alors, pourquoi on a besoin de faire ce travail-là avec l'islam et pas avec les autres religions ? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là ? Pourquoi on se concentre sur l'islam ici ? Parce qu'aujourd'hui, l'islam dans notre pays n'a pas su s'organiser comme les autres religions ont su le faire. Et qu'on a pu assister à un certain nombre d'influences, notamment venues de l'étranger. Vous savez que la question des imams détachés et de la formation des imams dans notre pays pose un certain nombre de difficultés. Et donc ce projet de loi, notamment sur le séparatisme, tend à couper l'influence des imams venus de l'étranger. On pense notamment aux imams venus de Turquie. Justement, qui posent un certain nombre de il y a aussi des propositions qui visent à labelliser des imams, voilà, dire qu'ils sont conformes aux lois de la République. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un problème ? Est-ce que ça veut dire que depuis des dizaines d'années, on laisse l'islam être pratiqué en France sans avoir aucun contrôle ? L'État est impuissant ? Moi, je pense que beaucoup de monde a détourné le regard pendant de longues années et qu'on a pu assister à des dérives de la part d'une minorité, encore une fois. Et moi, je me refuse à stigmatiser la religion musulmane et l'islam en général, qui est pratiquée de façon paisible par une écrasante majorité de musulmans dans notre pays. Et donc, il ne faut absolument pas détourner le sujet et l'attention sur cette question. Mais en revanche, on a pu voir un certain nombre de dérives
dans un certain nombre de mosquées. Il y a des mosquées qui sont aujourd'hui surveillées dans notre pays parce que nous avons assisté à un certain nombre de dérives, et des dérives dans certains quartiers, notamment sous influence étrangère. Je parlais de la Turquie, mais il y a d'autres pays. Dans ce texte, il y a beaucoup de propositions, encore des nouvelles, mais est-ce que finalement le point central, le vrai problème, ce ne serait pas les moyens qui sont alloués à la justice pour lutter contre cela, quand on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de magistrats, par exemple, en France par rapport en Allemagne, presque moitié moins. Est-ce que finalement, ce n'est pas les moyens, il faut mettre de l'argent? Le problème, jusqu'à présent, c'était les fondements juridiques, notamment pour aller dissoudre un certain nombre d'associations qui pouvaient mener ces actions de prosélytisme que j'évoquais. Et donc, le texte que l'on va voter va donner les moyens à la justice de dissoudre beaucoup plus facilement un certain nombre d'associations qui, sous couvert, je le disais, d'activités culturelles ou sportives, en réalité menaient une activité prosélyte dans notre pays. Et donc ce projet de loi, il vise d'abord à renforcer cela, et avec ce que nous allons adopter, nous y arriverons. Merci Pierre-Alexandre Anglade. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Demain, le Conseil des ministres doit adopter le projet de loi visant à inscrire le climat et la défense de l'environnement dans la Constitution. Cette décision prouve-t-elle l'engagement de l'État dans cette lutte? On fait le bilan dans moins de 3 minutes avec vous, Pierre-Alexandre Anglade. Juste avant, c'est Your Love d'ATB sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h49 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Dernière ligne droite dans 20h l'invité avec vous, Pierre-Alexandre Anglade. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche des Français de l'étranger. Et depuis le début du quinquennat, en France comme sur la scène internationale, la cause écologique est l'une des priorités du président de la République. Ces mots, ce ne sont pas les miens, mais ceux qu'on peut lire sur le site de l'Élysée. Pourtant, après 3 ans et demi au pouvoir, le bilan écologique d'Emmanuel Macron semble en demi-teinte. Inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution aidera-t-il le président de la République, mais surtout la planète? Bastien Cochet. Pierre-Alexandre Anglade, inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution, vous y êtes favorable? Oui, je suis absolument favorable parce que c'est une mesure qui doit permettre de donner de la force à la lutte contre le changement climatique dans notre pays. Et en inscrivant... Dans son préambule ? Dans l'article 1er, en inscrivant très concrètement la protection de la biodiversité dans notre Constitution, c'est la garantie qu'aucun gouvernement, dans les années à venir et pour les générations futures, ne pourra se détourner de l'urgence climatique qui aujourd'hui est une préoccupation majeure pour l'ensemble des Français. Pour ce texte, il va falloir aussi que l'exécutif voit avec le Sénat et aussi l'Assemblée nationale. Et pourtant, Gérard Larcher, le président des Républicains du Sénat, lui ne veut pas de cet article dans le préambule de la Constitution. Vous seriez déçu si finalement il était adopté dans la Constitution, mais pas dans le préambule? Ça veut dire un petit peu en retrait et il ne prévaudrait pas sur le reste. Moi, je crois que Gérard Larcher et le Sénat ont conscience, en tout cas je l'espère, de l'attente des Français en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. Et donc, j'ai confiance dans le Sénat pour inscrire le plus haut possible ces principes dans notre Constitution. Vous savez, aujourd'hui... Pour vous, cette fois-ci, il ne mettra pas un point d'honneur à s'opposer à tout ce qu'il peut, comme vous le dites sur Twitter? Mais il s'oppose à peu près à tout ce qu'il peut. D'ailleurs, il y avait une interview de lui-même dans le JDD où il expliquait que le pays n'avait pas bougé depuis 4 ans. Moi, je note que le pays a beaucoup avancé, mais sans lui, et sans le Sénat qui s'est beaucoup opposé ces dernières années. Donc, j'ai encore espoir dans celles et ceux qui font de la politique, et j'ai encore espoir dans la conscience qu'a Gérard Larcher de l'urgence écologique et de l'intérêt majeur que portent les Français à cette question, et donc ils voteront ces dispositions. En tout cas, même si En Marche porte l'urgence écologique comme un intérêt majeur, le référendum ne devrait pas avoir lieu avant 2022. Pour une question aussi majeure que l'urgence climatique, est-ce que le problème, c'est pas la lenteur des institutions ? Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, on a évidemment beaucoup agi depuis 2017. Vous savez, on a parfois, et je pense que c'est l'accélération de l'actualité qui laisse penser ça parfois, mais on nous a dit vous n'avez pas forcément suffisamment agi depuis 3 ans dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement. Mais pour une situation qui est vraiment urgente comme celle-ci, attendre encore 1 an, voire plus. Mais ça ne nous a pas empêché d'agir. Et donc moi, je conteste fermement le procès en inaction. Je crois que, très objectivement, regardons l'action qui a été celle des présidents de la République sous la Ve République. Il n'y a aucun président, et je parle même celui qui précédait à Emmanuel Macron, François Hollande, qui pourtant avait une majorité avec les écologistes, je le rappelle, Cécile Duflot et d'autres étaient au gouvernement. Aucun gouvernement et aucun président n'a autant agi
pour l'environnement dans notre pays. Il y a quand même eu les accords de Paris précédemment. Il y a eu les accords de Paris qui étaient un accord important, mais nous avons avancé sur la fermeture de Notre-Dame-des-Landes, qui était un vieux serpent de mer qui était attendu depuis des dizaines d'années par énormément de monde qui n'avait jamais été fait. La fin de l'exploitation des hydrocarbures dans notre pays, la France était le premier pays au monde à le mettre dans la loi. La fermeture des dernières centrales à charbon, on est un des premiers pays d'Europe à l'avoir fait là où d'autres pays en ouvrent. Et donc, je pourrais citer énormément de mesures comme ça pendant plusieurs minutes. Mais également, il y a aussi des mesures qui ont échoué. Il y a des mesures, la plupart incitatives déjà, donc pas de restrictions vraiment. Le chef de l'État aussi voulait interdire l'attribution d'exploitation d'hydrocarbures, comme vous le disiez, mais on accepte quand même la reconduction des concessions jusqu'en 2040. Donc il y a quand même des retraits. Il y a aussi la question du glyphosate qui est un petit peu la représentation même de l'échec de l'écologie sous Macron. Donc il y a quand même c'est en demi-teinte de ce côté-là. Et vous parliez de l'affaire du siècle, le procès pour une action climatique. Là, vous pensez que c'est seulement de la com et de la démagogie? Moi, je me méfie beaucoup d'un temps qui est un temps de communication et où souvent le coup de force ou le coup de com l'emporte sur l'action. Et donc, je ne veux pas faire un mauvais procès à celles et ceux qui engagent ces actions, mais encore une fois, moi, je préfère que l'on agisse concrètement sur le fond. Vous parliez du glyphosate, moi, j'aimerais revenir sur le glyphosate si vous me le permettez, parce que c'est un point extrêmement important. On dit souvent que la France n'a pas suffisamment agi de ce point de vue-là. Le glyphosate, c'est une autorisation qui est décidée au niveau européen. En l'occurrence, quand la Commission européenne a voulu prolonger l'autorisation du glyphosate, la Commission européenne proposait de repartir pour 15 ans. Presque l'ensemble des pays européens s'étaient rangés à cette proposition. Oui, mais alors, si la France a les pieds et mains liés par l'Europe, la situation reste la même. Je vous dis heureusement, il se trouve que la France, à l'époque avec Brune Poirson, qui n'est plus au gouvernement, mais qui était, s'est battue pour faire en sorte que les autorisations de glyphosate dans notre pays et en Europe soient prolongées pour 5 ans. Et donc, nous avions donné un objectif qui était de sortir de 3 ans. Nous n'y sommes pas tout à fait, nous n'y serons pas dans les mois qui viennent, mais l'objectif de sortir le plus rapidement du glyphosate et d'ici à 5 ans sera tenu. En tout cas, vous militez pour les progrès d'Emmanuel Macron en termes d'écologie. En tout cas, il y a 3 ans et demi, Emmanuel Macron scandait Make Our Planet Great Again, et voulait que la France soit le leader écologique du monde. En 2020, l'Hexagone est le 5e pays le plus écologique du monde. Pourtant, 2 ans plus tôt, la France était 2e. Alors, il n'y a pas un recul ici ? Je ne sais pas quelles sont les sources et les chiffres. C'est l'indice de performance environnementale de l'Université de Liège. Peut-être. On peut juger que c'est une source. Non, je ne remets pas en cause les sources, mais je ne connais pas l'étude en question. En l'occurrence, moi j'ai aussi. On peut dire que c'est un bon score, mais tout de même qu'il y a un recul. Aujourd'hui, la France est moteur dans la lutte contre le changement climatique. Et en l'occurrence, il y avait d'autres études qui sont venues dire que la France avait le plan de relance le plus écologique parmi les pays du G20. Et donc les 30 milliards sur les 100 milliards, c'est assez, c'est une part. Oui, moi je pense que c'est jamais suffisant quand on veut lutter avec toute la force possible contre le changement climatique, mais c'est un investissement extrêmement conséquent qui n'a peu d'équivalent ailleurs dans le monde, et donc il faut se réjouir de voir 30 milliards d'euros qui vont pouvoir transformer notre économie, assurer la rénovation thermique des bâtiments et protéger la biodiversité dans notre pays. Je pense que c'est une avancée absolument fondamentale, il faut en être fier. Merci Bastien Cochet. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions. Merci à tous. Pierre-Alexandre Anglade, on a sélectionné parmi ces questions celle de Julie, qui vous demande, est-ce que demain, le gouvernement doit annoncer la réouverture des stations de ski selon vous ? Écoutez, nous verrons ce que le Conseil de défense sanitaire décide, et ensuite la conférence de presse qui se tiendra jeudi. Mais je crois que la situation épidémique aujourd'hui ne le permet pas. Et donc moi je regrette la situation dans laquelle se trouvent les stations de ski, mais nous n'y étions pas en décembre, et je crains que nous n'y soyons pas dans les jours qui viennent. Il faudra augmenter les aides pour ces stations de ski dans ce cas-là, puisque ce sera une saison blanche. Oui, et ça a d'ailleurs déjà été le cas. Ça a été annoncé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il y a tout un dispositif qui est notamment développé pour prendre en charge les coûts fixes, et notamment le coût des remontées mécaniques qui est extrêmement important, pour venir en aide aux saisonniers et à tous ceux qui vivent du secteur de la montagne. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin, comme on dit. On passe maintenant à l'agenda politique de la semaine. Demain a lieu la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Il deviendra ainsi le 46e président des États-Unis. Donald Trump, on le sait, ne sera pas présent. Ce changement de président signe évidemment aussi un changement de politique. Pierre-Alexandre Anglade, Joe Biden et Emmanuel Macron, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre ? Est-ce que la France va pouvoir se rapprocher des États-Unis ?
Moi, je crois que malgré Donald Trump, les États-Unis sont restés un allié solide durant ces dernières années. Cela étant, moi, je trouve que l'élection de Joe Biden représente un formidable espoir pour les Américains d'abord et pour le monde ensuite. On parlait d'environnement à l'instant. L'élection de Joe Biden, ça matérialise extrêmement concrètement le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Or, on sait que l'accord de Paris sans les États-Unis n'a pas la même valeur et n'a pas les mêmes effets sur la lutte contre le changement climatique. Et donc, pour cette seule raison, cette élection est à mon sens absolument fondamentale. Jeudi, le Sénat examine en première lecture une proposition de loi pour mieux protéger les mineurs des crimes sexuels et notamment ceux de moins de 13 ans. La nouvelle infraction reposerait sur la prise en compte du jeune âge de la victime sans qu'il soit donc nécessaire d'établir son absence de consentement. Pierre-Alexandre Anglade, vous êtes pour cette loi ? Moi, je pense que ce qui est en train de se passer dans notre pays avec le livre de Madame Kouchner est en train de libérer la parole et c'est une bonne chose pour les victimes. Et donc si les associations estiment que c'est nécessaire de renforcer les mesures pour protéger les jeunes victimes, il faut le faire. Alors justement, Adrien Taquet, le secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, a affirmé que l'âge devait être revu à 15 ans. Un amendement a été adopté pour passer de 13 à 15 ans. Pour vous, quelle est l'âge limite, 13 ou 15 ? Non, moi je ne vais pas me prononcer sur un âge limite. C'est des débats qui sont effectivement extrêmement difficiles et je ne vais pas le faire comme ça à la volée dans un micro, mais moi je pense que si on peut prendre des mesures qui permettent de mieux protéger les jeunes personnes dans notre pays, il faut le faire et à nous, aux législateurs, de décider de l'âge où nous en aurons le débat le moment venu. Merci Pierre-Alexandre Anglade. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis et surtout d'avoir réagi tout au long de l'émission. Merci Pierre-Alexandre Anglade d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député des Français du Benelux et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Votre interview et l'émission seront à retrouver sur le site de Fréquence ESJ. Demain, de 20h à 21h, c'est Storytelling, votre émission culture et divertissement présentée par Bastien Cochet, toujours en direct et toute l'équipe vous attend avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Google Podcast. Toutes les émissions, dont celle-ci, y sont disponibles en audio. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans 20h l'invité avec un nouvel invité politique. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.